Imaginez un peu la scène. On est à Dubaï, un coucher de soleil, la plage, des enfants qui jouent, une atmosphère, voilà, parfaitement paisible, une vraie carte postale. Et pourtant, au même moment, à des milliers de kilomètres, le monde de la finance vit un moment d'une violence extrême. C'est un contraste assez saisissant, hein. Et la source le dit très bien. Le chaos, il arrive souvent quand tout semble parfaitement calme. C'est presque une règle. On a l'impression que tout va bien, et c'est là justement que la tempête se prépare. C'est exactement ça. Et c'est ce qui nous a vraiment interpellés dans les documents qu'on analyse aujourd'hui. Notre objectif, c'est de décortiquer ensemble cette histoire pour comprendre ce qui s'est passé. Pas juste les faits, mais surtout ce que cette journée de folie nous dit du système dans lequel on vit. On va parler d'argent métal, de bitcoin, mais surtout, je crois, de psychologie. Ah oui, c'est le mot-clé. Parce que les mouvements qu'on a vus ne sont pas anecdotiques, ils sont vraiment qualifiés d'historiques. Ce sont des symptômes. Les symptômes d'un système qui est sous très très haute tension. C'est un cas d'étude parfait pour comprendre la psychologie des marchés. Oui. Alors allons-y. Le point de départ, c'est ce fameux vendredi. Les chiffres sont bruts, violents. L'argent métal s'effondre de 37 à 40% en une seule journée. C'est un séisme. Énorme. Le Bitcoin, pareil, une chute brutale. Mais ce qui me frappe le plus, c'est ce qui se passe à côté de ça. Les indices boursiers. Le marché action. Exactement. Pendant ce carnage sur les matières premières et les cryptos, les actions, elles, ont à peine bougé. Elles ont même plutôt bien résisté. Et là, moi, je ne comprends pas. D'un côté, un bain de sang, de l'autre, le calme plat. Ça n'a aucun sens. Normalement, quand la panique s'installe, elle emporte tout, non? C'est une excellente question, et c'est ce qui rend l'événement si particulier. La réaction instinctive, et celle que beaucoup ont eue, c'est de chercher un coupable externe. Et le coupable idéal, c'est toujours le même. C'est la Fed, la Banque centrale américaine. Ah oui, le réflexe classique. Voilà. On a tout de suite entendu «Ah, c'est le discours de tel gouverneur, c'est un changement de politique». C'est l'explication qu'on entend partout, c'est vrai. Mais est-ce que c'est crédible? Qu'un simple discours puisse provoquer un effondrement de 40% sur un actif comme ça me paraît un peu léger comme cause. Tu mets le doigt dessus. C'est précisément ce que la source démonte. Elle qualifie ça de prétexte. Ce n'est pas la cause profonde. C'est l'excuse facile qui évite de regarder le vrai problème. Et la véritable raison, elle est beaucoup plus inquiétante. Parce qu'elle ne vient pas de l'extérieur. Elle vient de l'intérieur même du marché. D'accord. Donc si la faible est qu'un prétexte, le problème vient de l'intérieur. Qu'est-ce qui se passait sous la surface pour qu'on en arrive à une explosion pareille? C'est là qu'on touche au cœur du problème. Ce que la source appelle un marché parabolique. C'est un terme un peu technique, mais l'image est simple. C'est quand un prix ne monte plus, il s'envole, à la verticale. Le graphique ressemble à une parabole qui devient de plus en plus raide. Et c'était le cas des matières premières juste avant la chute. D'accord. Et qu'est-ce qui nourrissait cette envolée? C'était une conviction partagée par tout le monde? Plus qu'une conviction. C'était un consensus, une pensée unique en fait. Tout le monde était persuadé de trois choses. 1. Les banques centrales continueraient d'imprimer de l'argent. 2. Le dollar allait forcément s'affaiblir. Et donc 3. La seule chose intelligente à faire, c'était de se ruer sur l'or et l'argent. Les valeurs refuges. Il n'y avait plus de débat. Donc tout le monde pense pareil, achète la même chose. C'est l'image du bateau? Tous les passagers qui se précipitent du même côté? Exactement. Et la source le dit magnifiquement. Quand tout le monde est du même côté du bateau, la moindre secousse provoque un naufrage. Il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus personne de l'autre côté pour contrebalancer. Le système devient incroyablement fragile même s'il paraît surpuissant. Et c'est là qu'intervient la psychologie. Le fameux FOMO, la peur de rater le train. C'est la première étape du drame. Des gens qui n'y connaissent rien se mettent à acheter, non pas par analyse, mais par pure angoisse de voir les autres s'enrichir sans eux. Ils montent dans le train alors qu'il est déjà lancé à pleine vitesse. Et souvent, ils utilisent de l'effet de levier. Ils empruntent pour parier encore plus gros. Ils mettent de l'essence sur un feu qui est déjà hors de contrôle. Précisément, à ce stade, le marché n'est plus qu'une poudrière. Il manque une étincelle. Et cette étincelle, ça n'a même pas besoin d'être une mauvaise nouvelle. Ça peut être juste quelques gros acteurs, les plus malins, qui décident de prendre leurs bénéfices. Ils vendent. Et là, le bateau commence à pencher dans l'autre sens. C'est une réaction en chaîne. C'est comme des dominos. Le premier vendeur en fait tomber un. Le prix baisse un peu. Mais cette petite baisse déclenche des ordres de vente automatiques, les fameux stops. Et ces ventes automatiques en touchent deux autres, qui en touchent quatre. Et soudain, c'est une avalanche. Ce n'est plus une décision humaine. C'est la machine qui prend le contrôle. C'est un flash crash. Et on retrouve exactement le même schéma sur le Bitcoin à ce moment-là.
C'est une copie conforme. La psychologie humaine, elle ne change pas d'un marché à l'autre. D'ailleurs, la source note que pour le Bitcoin, les signaux d'alerte étaient déjà là. Techniquement, le prix était passé sous un indicateur clé, la moyenne mobile à 100 jours. Ça suggérait un essoufflement. Une décision rationnelle aurait été de réduire sa position. Mais l'euphorie, le FOMO, ça a aveuglé beaucoup de monde. C'est fascinant de revenir à cette image de Dubaï. Sur la plage, tout le monde vit dans cette illusion de stabilité. Mais le système qui soutient cette tranquillité est en fait ce bateau, prêt à chavirer. C'est ça la nouvelle norme qu'on refuse de voir. Je pense que c'est la leçon la plus profonde de ces sources. On nous a vendu pendant des décennies l'idée de la stabilité, la prévisibilité, le risque zéro. Mais les textes sont formels. Cette ère est terminée. On entre dans une période de volatilité structurelle. Il y aura plus de crises, plus de mouvements violents, plus d'imprévisibilité. L'auteur fait un parallèle qui m'a marqué avec 2020 et le prix du pétrole. Ah oui, le pétrole a prix négatif. On se souvient de ce moment surréaliste. On payait les gens pour qu'ils prennent notre pétrole. C'était inconcevable. Ça défiait toutes les lois de l'économie. Et pourtant, C'est arrivé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le système s'est-il effondré? Non, il a continué. Ça nous montre sa résilience incroyable, mais aussi sa capacité à produire des événements que personne n'avait anticipés. La source le dit clairement. Quiconque prétend avoir une solution pour éliminer ce risque est un menteur. et même un endroit comme les Émirats, qui semble être un havre de paix, n'est pas à l'abri. Aucun endroit. Le risque est partout. La vraie question, celle que chacun doit se poser, ce n'est pas comment j'élimine le risque. La réponse est c'est impossible. La vraie question c'est est-ce que j'accepte de vivre avec une part d'incertitude? D'accord. Si le chaos est la nouvelle norme, si le risque est inévitable, comment on fait pour survivre? On se cache en attendant que ça passe? Quelles sont les pistes concrètes que proposent les sources? La seule protection. La seule stratégie viable, elle n'est pas secrète, elle n'est pas complexe. Elle tient en un seul mot, la diversification. Le bon sens, en fait. C'est du bon sens. Mais c'est le bon sens le plus difficile à appliquer quand tout le monde cède à la panique ou à l'euphorie. L'auteur de la source décrit d'ailleurs sa propre approche. Il explique avoir un peu d'or, un peu d'argent, un peu de bitcoin. La clé, ce n'est pas de deviner lequel va monter, mais de n'avoir aucun actif en quantité suffisante pour que sa chute puisse vous détruire. C'est ça. Il le dit, la journée a été violente, mais elle ne l'a pas ruinée. Ça fait mal, mais ça fait partie du jeu. Et ça repose sur une philosophie qui dépasse l'investissement. La source le dit de manière très directe. Si on n'accepte pas de pouvoir perdre, on ne peut rien faire dans la vie. C'est une illusion de croire qu'on peut gagner sans jamais risquer. Le but n'est pas de ne jamais tomber, mais de s'assurer qu'aucune chute ne soit la dernière. C'est la règle d'or. Un investissement ne doit jamais vous tuer financièrement. Exactement. C'est pour ça que l'approche all-in, tout miser sur un seul cheval, même s'il semble être le meilleur, c'est une erreur fondamentale. C'est jouer à la roulette russe, même avec le Bitcoin ou n'importe quoi d'autre. L'imprévu arrive toujours. Il y a une autre idée reçue que la source démolit. Le fameux « sur le long terme, on est toujours gagnant ». Ah, ce mythe. C'est un mythe extrêmement dangereux, parce qu'il est vrai jusqu'au jour où il ne l'est plus. L'histoire est pleine de ce qu'on appelle des décennies perdues. La source en cite deux exemples frappants. Le premier, c'est après la bulle Internet. Entre 2000 et 2014-2015, il a fallu presque 15 ans au marché pour revenir à leur point de départ. 15 ans, c'est une éternité. Ça veut dire qu'on investit au sommet en 2000, on attend 2015 juste pour retrouver son capital, sans aucun gain. Zéro gain. Et le deuxième exemple est encore pire. Les années 60-70. Sur 15 ans aussi, la valeur nominale des actions n'a presque pas bougé. Mais pendant ce temps, l'inflation a explosé. Résultat, le pouvoir d'achat réel s'est effondré de 70%. C'est une perte colossale et silencieuse. Et la question que pose la source est brutale. Une personne de 50 ans qui prépare sa retraite, peut-elle vraiment se permettre d'attendre 15 ans juste pour être à l'équilibre? La réponse est évidente. Non. Le temps n'est pas un allié infini. C'est pour ça que la seule certitude, c'est que tout est possible. Une euphorie délirante, c'est possible. Un crash de 40%, c'est possible. Une décennie sans gain, c'est possible. Alors baser toute sa stratégie sur un seul de ces scénarios, c'est une folie. Donc, au final, il n'y a pas de formule magique. Il s'agit plutôt de cultiver des qualités. C'est exactement ça. Il ne s'agit pas de prédiction ou de calcul complexe. Les qualités requises, c'est le bon sens.
La diversification, bien sûr, une gestion du risque obsessionnelle, presque paranoïaque. Et par-dessus tout, la qualité la plus rare dans ces moments-là, l'humilité. L'humilité face au marché. Accepter qu'on ne sait pas et construire sa stratégie à partir de ça. Finalement, la source nous laisse avec une pensée. Assez brutale, mais nécessaire. Elle nous rappelle que le marché n'a aucune obligation de nous rendre riches. Mais que nous avons l'obligation de ne pas nous détruire. C'est peut-être ça la sagesse la plus importante à retenir de ce plongeon dans le chaos.